Pierre Huret, Champagne Huret Frères, à Lude. Nous, on est à Lude, on est deux frangins qui bossons ensemble. J'ai 39 ans, je crois. Et on est plutôt une jeune maison, très jeune. 39 ans, c'est très jeune encore. Donc on est plutôt une jeune maison, mais on est deux frangins qui bossons à Lude sur la face nord de la montagne de Reims. Bah, nous, on nous a forcés à faire ça. De toute façon, non, non. Blague à part, je crois on a eu beaucoup de chance avec, chez nous, avec mon frère. C'est qu'on n'a jamais été obligé. En effet, il y avait quelque chose qui existait dans la génération d'avant. Mais on n'a jamais été obligé de reprendre. On n'a jamais senti cette pression-là sur nos épaules. Et si on est là aujourd'hui, c'est vraiment par choix. Alors on peut même imaginer que nos parents ont bien fait les choses parce qu'ils nous ont réussi à nous orienter sans même qu'on s'en rende compte, l'un plutôt à la vigne et l'autre plutôt dans le vin, ce qui a priori sur le papier fait de nous des gens complémentaires. Ben, nous on est en bio certifié à la maison. Et, et alors je dis certifié parce qu'en effet maintenant il faut quand même donner des gages un peu pour les gens avec qui on travaille, et ils ont besoin d'avoir des labels parfois qui imposent qui certifient les choses. Nous, on était bio bien avant d'être certifiés, en fait, déjà, on travaillait comme ça depuis longtemps, pas par envie commerciale, mais juste par philosophie, beaucoup plus. Et en plus, soyons honnêtes, je suis même pas sûr que le bio soit la solution, une solution idéale. En tout cas, c'est déjà un peu mieux que le non bio, je crois. En tout cas, nous, on croit que ça. Et on croit surtout que c'est une bonne façon de garder de la vie dans nos sols et de la vie dans nos plantes. Et souvent, quand on a des sols et des plantes vivantes, ben, ça donne des raisins beaucoup plus équilibrés et beaucoup plus passionnants à boire. En regardant les voisins. Non, je rigole. Non, évidemment, comment on détermine la date de vendange? Alors, on fait beaucoup de prélèvements, beaucoup de suivi de maturité. Ça, c'est important pour nous. Et en l'occurrence, la date de vendange est un élément. Enfin, nous, on pense que c'est un élément super important dans l'équilibre du vin qu'on va avoir derrière. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on se prend un peu la tête avec mon frère, dans le bon sens, on se pose des questions, évidemment, mais parce que nous, on pense qu'on a compris quelques équilibres sur certaines parcelles. Il y a quelques parcelles où on sait qu'on a un point cible de vendange, où on sait qu'à ces degrés de maturité-là, on a aromatiquement à ces endroits-là des choses pleines, entières. On sait qu'on va être capable de faire des choses bien avec ça. Et puis mais ça c'est quand tout va bien et qu'on choisit le moment. Et puis il y a des fois, il faut aussi gérer avec les contraintes climatiques et faire comme on peut. Mais ça fait partie du jeu et c'est ce qui fait le boulot jamais chiant, jamais ennuyeux chez nous. C'est que chaque année est unique et différente. Alors, moi, j'approche rien en vinif parce que ça, c'est mon frère qui le fait. Moi, je suis plutôt le vigneron et mon frère est l'œnologue de la maison. Mais non, mais blague à part, notre approche, elle est juste de respecter. En fait, on a une façon de voir le boulot chez nous. Comme je vous l'ai dit, on est plutôt une jeune maison, donc on a plein de parcelles. En fait, on a un parcellaire qui est très éclaté. Et notre idée, c'est de comprendre l'identité de chacune des parcelles. Et donc, on essaie de vinifier, quand la taille de la parcelle le permet, chacune des parcelles séparément, pour avoir une idée de ce que ça donne en jus et en vin ensuite. Et puis, quand on modifie une pratique, que ce soit en vigne ou en cave, pour avoir tout de suite une référence, une base de données référente sur laquelle on peut comparer éventuellement les modifications techniques qu'on a pu apporter et ce que ça crée derrière dans le produit fini, quoi. Donc l'approche, elle est juste de respecter l'identité propre de chacune des parcelles. Donc après, on a une vinif qui est assez non-interventionniste, on laisse faire plutôt les choses. Par contre séparément. Et pour qu'on ait, au moment des assemblages, finalement le plus large spectre possible, c'est souvent dans le même principe d'avoir la palette du peintre avec il y a les 3 couleurs primaires. Là, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste 3 couleurs primaires, c'est pas juste Meunier, Chardot et Pinot. Ce qu'on veut, c'est avoir toutes les nuances de bleu, toutes les nuances de rouge et toutes les nuances de jaune possibles. C'est ça l'idée, et de pouvoir avoir finalement à la fin un tableau qui est le plus précis et le plus correspondant aux différentes nuances qu'on a chez nous, dans nos sols et dans nos plantes, dans nos terroirs. Variable, on fait cuve et fût. On fait les deux. On travaille de plus en plus avec le bois. Quand on travaille avec le bois, on travaille de plus en plus avec des gros volumes. Alors, on ne fait pas encore de foudre, mais on travaille beaucoup avec des demi-muits, donc des fûts plutôt de 600 litres. Mais grosso modo, on est entre 400 et 600 litres pour les volumes de fûts. Mais on travaille aussi avec la cuve, parce qu'on trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans la droiture des vins qui sortent de cuve. Et on pense en plus que tous nos vins, soyons honnêtes, toutes nos parcelles n'ont pas la structure suffisante pour supporter des élevages en bois.
Et s'il y a une règle qui est vachement importante pour nous avec mon frangin, c'est que dans la dégustation, le seul maître à bord, c'est le vin. C'est certainement pas l'élevage qu'on a pu lui amener derrière ou quoi que ce soit. Le vin doit toujours rester le boss. Alors, nous, on est des gros promoteurs de la Face Nord. Hein. Évidemment que c'est notre identité. La Face Nord, on a la chance, en fait, nous, sur la Face Nord, d'avoir, en effet, ces expositions plein Nord. Et là où on est, nous, on est à Lude, mais c'est vrai que les terroirs qui nous intéressent, c'est entre Rilly, la montagne et Verzy, grosso modo. Et c'est vrai que c'est vraiment le coin qui regarde le Nord. Donc, on a des coins un peu plus froids. C'est vrai, on a souvent des vents du Nord qui viennent... rafraîchir la végétation, mais aussi la sécher, quand il y a besoin de la sécher, et ça c'est plutôt positif, ce qui nous permet d'attendre des maturités. En fait, le cycle végétatif demande un peu plus de temps chez nous, par rapport à ces températures froides, ce qui nous va très bien. Nous on pense que quand on travaille avec la nature, plus on lui laisse le temps de faire le boulot, et plus on a de finesse et d'élégance à la fin. Et il paraît que c'est des choses qu'on recherche, la finesse et l'élégance dans les vins, donc en l'occurrence ça nous va bien. Mais par contre, ces faces nord, elles étaient aussi des coins qui, il y a quelques décennies, étaient des coins pas les plus abordables, pas les vins les plus ouverts tôt, des coins un peu austères, avec des vins un peu froids, souvent sur les climats plus froids. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir sur cet horizon de surface de l'argile et du sable qui donne beaucoup de gourmandise en milieu de bouche. Donc on a des vins complètement ouverts, complètement pleins en milieu de bouche. Ça nous va bien. Avec mon frère, j'en pense que s'il y a un moment dans la déguste où les vins ils doivent bomber un peu le torse et montrer qui ils sont aromatiquement, c'est le milieu de bouche. Par contre, on n'aime pas que cette opulence et ce côté large et généreux il trace jusqu'en finale. Il faut que la finale elle soit sur un fil, précise, droite, acidulée, avec ce côté justement face nord et ces climats plus froids qui s'expriment. Et dire ce qu'est la face sud, j'aurais bien du mal parce que nous on n'a pas de vigne sur la face sud de la montagne. Donc on n'a que de la face nord et c'est ça notre identité. Alors je sais que je pourrais imaginer plein de choses, mais je veux pas faire de la peine à ceux qui sont sur la face sud. Probablement la première qui m'a donné de l'ivresse. Alors c'est pas forcément, quand on est vigneron, on ne devrait pas parler d'ivresse, hein, il paraît que ça se fait pas trop. Mais ça fait quand même partie un peu du métier. On est quand même tous amateurs de vin. Enfin, je crois qu'avant d'être vigneron, on est surtout amateurs de vin. En fait, avec le frangin, et on aime goûter les vins de partout, du monde entier, bien sûr, pas que français, hein, du monde entier. Il y a des terroirs superbes partout. Alors, la première qui m'a donné de l'émotion, c'est probablement la première qui m'a donné de l'ivresse, en effet, mais peut-être un souvenir. Plutôt un souvenir, et je sais pas pourquoi celui-là, il est resté gravé. J'étais étudiant, j'ai fait une partie de mes études en Bourgogne, et donc on était à Chambolle-Musigny, dans un domaine assez réputé, qui s'appelle le domaine de Vaugué, qui est un très très chouette domaine avec des très très beaux terroirs là-bas. Et je me souviens d'avoir fait une déguste, on était étudiants, donc à l'époque c'est le genre de domaine qui ouvrait pas vraiment les portes aux étudiants, on avait juste eu un copain qui avait une copine qui travaillait là-bas, et donc on avait pu nous ouvrir les portes. Et je me souviens d'une dégustation fantastique avec le grand-père de ce domaine-là, qui prenait... tous les vins, chacun des vins qu'il nous présentait, ils expliquaient que c'était un membre de la famille, et il expliquait quel membre de la famille c'était, et du coup, quel tempérament finalement il avait, ce membre-là. Et c'était vachement parlant en fait sur ce qu'on goûtait, ouais, et ça m'a marqué, et les vins étaient juste sensationnels. C'était vraiment magique. Donc probablement ça, cette déguste, pas une bouteille, mais cette déguste sur fût chez De Vaugué. Le sommeil. Je crois qu'il n'y a pas de mieux. La plupart du temps, quand on se réveille et qu'on a mal à la tête, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Ou alors, c'est que vraiment, on a vu des trucs pas terribles la veille. Bon, le meilleur remède, c'est de boire des bons canons. Parce que les bons vins, souvent, ils font quand même un peu moins mal. Bon, après, si vraiment on est dans le curatif, citron-gingembre. Moi, j'ai une femme qui est plutôt rouge. Qui est plutôt vin rouge. Alors... parce que je connais, je vais plutôt partir sur un rouge, même si moi je suis plutôt blanc, pour le coup, mais... je vais dire un Corse. Je vais dire un vin de Corse, parce qu'en Corse, là, depuis des années, là, ils font des trucs de fou. Ils arrivent à avoir des... C'est vrai ? Voilà. Ils font des trucs de fou. Ah bah oui, j'avais même pas vu. Ils font des trucs de fou, parce qu'ils ont des vins, je trouve qu'on des structures, c'est des vins qui sont charpentés, mais qui ont des élégances et des finesses, et surtout un fruit frais, des fruits, des arômes primaires de fruits, qui font de ce mélange-là un cocktail qui est... c'est appétant, et ça donne, en fait, on finit le verre, on dit juste, remets-en un, quoi, parce que ça donne envie d'y retourner. J'ai un peu honte de le dire, mais je pense que c'était le mariage de ma cousine, et j'étais très jeune, beaucoup trop jeune, peut-être
Peut-être que je vais pas assumer de dire l'âge que j'avais d'ailleurs. Ah, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans et j'ai fini juste tous les verres qui étaient sur les tables en fait quoi. Il y avait plein de verres. À l'époque c'était du champagne hein, forcément. On était chez nous donc on avait fait une soirée. Enfin ils avaient fait à l'époque une soirée très arrosée au champagne et il y avait plein de gens qui finissaient pas à la fin et moi j'étais juste passé sur les tables quand plus personne ne surveillait ce que les gamins faisaient. Et ben moi j'étais passé et je me souviens de j'avais pas été malade, mais je me souviens de cet effet, de la première ébriété en fait, quoi, la première ivresse où ah ouais, ça tourne un peu, machin, on se marre pour rien, enfin voilà, tout ça, quoi, tout ce qu'on connaît et qu'on aime bien maintenant. Il y a un mec que j'aime beaucoup et dont on parle peu en plus, enfin tout le monde le connaît parce que mais lui est très discret, c'est Michel Rius-Pérousse. On est à Domaine Arecea, dans le sud-ouest, à Irouléguy. Et c'est un mec qui a fait la démarche de connaître ses terroirs en faisant venir des gars qui étaient capables de les expliquer, alors qu'il était un peu à contre-courant peut-être de ce qui se faisait à l'époque là-bas. Et lui, il a juste eu envie de comprendre, avec beaucoup de risques. C'est vraiment pas des coins faciles pour cultiver la vigne, mais ces vins sont fantastiques et le mec est d'une humilité incroyable. Bah, d'avoir du mal à m'arrêter quand je lance la machine. Ma femme me reproche souvent. Bah, si on est à la fin du monde, on peut claquer le PEL. Et du coup, on met un gros canon, quoi. On met un truc qu'on se serait jamais permis d'aller acheter avant. Non, en vrai, je pense que je suis même pas sûr que ce soit ça la vraie réponse. Évidemment qu'on peut aller chercher les vins mythiques que tout le monde connaît, les DRC, enfin voilà, ou d'autres domaines icônes. Mais non, je crois surtout que la bouteille à partager avant la fin du monde, c'est celle qui va donner du plaisir immédiat. Parce que de toute façon, on s'en souviendra pas, donc ça sert à rien que de créer des souvenirs, il faut juste que ce soit tout de suite plaisir. Olivant, Charles Olivant. Nouvelle-Zélande. C'est aux antipodes, c'est de l'autre côté, on peut pas aller plus loin sur la planète Terre. Et c'est... Alors, pour le bilan carbone, c'est pas cool. Mais j'ai eu la chance d'y aller, j'ai fait une vinif là-bas. Et pour le coup, je pense que ça fait, dans les nouveaux pays producteurs, dans les pays un peu jeunes dans la production de vin, je pense que ça fait partie des endroits où il y a des terroirs magnifiques. Vraiment des coins superbes. Et puis les gens sont juste incroyablement accueillants, quoi. Et tellement cool, ils se prennent pas la tête. C'est un petit paradis là-bas.